grammes musculaires de morphine dans la cuisse. Allez, en avant. Il me faut absolument de l'eau, donc s'il y a des moyens, il faut le faire venir. Okay, giving me no time. Au Québec, à cause des températures extrêmes, la formation des pompiers est plus complète qu'ailleurs. Pas un élève pompier ne peut acquérir son diplôme sans avoir fait plusieurs stages en caserne. Formation indispensable pour comprendre les difficultés du métier. Place, repos. École des pompiers de Québec. Ici, les futurs pompiers sont tout de suite mis au pas. Rassemblement à 7 heures du matin, sous moins 15 degrés Celsius, les élèves vont vite comprendre ce qui va devenir leur quotidien en hiver. Le travail par grand froid. Troisième rangée, en place, repos. Ce matin, pour certains élèves, c'est le test d'évaluation. Au niveau de la formation académique, ici à l'école, à l'automne, on en profite lorsque les gels arrivent, mais qu'on n'a pas de grosses conditions hivernales pour faire des pratiques avec le froid et avec l'eau. Nous, ici, c'est vraiment une formation de base, mais lorsqu'on a des grosses périodes de gel comme aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne met pas d'eau à nulle part. Si vous n'avez pas votre cagoule, vous irez la chercher là, parce que ça va vraiment être froid ce matin, là. C'est que par le manque d'expérience ou par le manque de compétences, nos élèves en viendraient à faire des accidents. Mais dans un contexte de formation, il faut prendre la sécurité des gens en considération. Ici au Québec, dans la région métropolitaine, dans la région de Montréal, où il y a les grosses concentrations de population, l'hiver est beaucoup moins rigoureuse que dans des régions comme Chicoutimi, Sept-Îles ou des régions qui sont plus au nord. Eux, ces gens-là, ils ont des conditions météo qui sont particulières à leur région et donc vont apporter une modification dans la formation de leurs pompiers. Les apprentis pompiers vont devoir montrer leurs connaissances sur les vérifications de base du camion. Et l'hiver, il faut savoir aussi agir avec les difficultés du froid. Beaucoup d'épinards. Tout le véhicule est inspecté dans les moindres détails, à commencer par les pneus qui ne réagissent pas de la même façon suivant les conditions météo. Et ça, il vaut mieux le savoir à l'avance. On va sensibiliser les élèves sur le type de chaussée qu'on a et le coefficient de friction. Et là, le coefficient de friction va être beaucoup diminué par rapport au caoutchouc du pneu qui va durcir à cause du froid et les surfaces enneigées, mouillées ou verglacées. Donc, quand on a des surfaces enneigées, mouillées ou verglacées, et là, je prendrai seulement l'exemple de verglacé ou sur la glace, les distances de freinage peuvent se multiplier par 20. Alors, il faut vraiment diminuer la vitesse, et c'est ça le but du cours de ce matin, c'est de développer les attitudes de conduite, mais aussi de développer les attitudes préventives. Ici, les pompiers doivent donc avoir une formation encore plus complète qu'ailleurs. C'est sûr que dans les conditions qu'on a ici au Québec, là, il faut prendre en considération la météo puis s'ajuster en fonction du froid, du chaud, des changements climatiques. Mais effectivement, la météo est à prendre en considération autant dans la formation académique que dans le combat des incendies. La formation des pompiers ici au Québec requiert des spécialités bien particulières. Et chaque instructeur de l'école est ultra spécialisé dans son domaine. Sylvain Jalbert est instructeur en sauvetage sur glace. C'est lui qui enseigne la spécialité à l'EPIC, l'école des pompiers, mais aussi à travers toute la province. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans un centre opérationnel à Laval pour former une quinzaine de pompiers. Les stagiaires préparent minutieusement leur matériel, car avec une eau à 4 degrés, la vérification de l'équipement est primordiale. Les combinaisons qu'on a, justement, il y a un pompier qui est en train d'en monter une. Ça, on appelle ça un Ice Commander. Un Ice Commander, c'est un vêtement de flottaison. Il nous protège aussi contre le froid. Puis je peux quand même rester 4 heures dans l'eau froide sans devenir en hypothermie. Donc, c'est phénoménal comme produit. Puis on a des outils aussi pour s'aider à se sortir de l'eau. On a ça ici, les pics à glace. Si on tombe à l'eau ou quoi que ce soit, d'être capable de s'embarquer sur le bord de la glace avec les pics. Au programme ce matin, mise à l'eau des stagiaires pour récupérer une victime prise par les eaux. Ils vont devoir impérativement réussir leur test s'ils veulent devenir sauveteurs sur glace.
On s'en va au set de pratique. C'est comme un feu, ça, le sauvetage sur glace. On joue avec des secondes et des minutes. Donc, notre temps-réponse, il faut qu'il soit très, très rapide. Au niveau de notre intervention, de notre stratégie d'intervention, il faut que les officiers et les pompiers soient très, très, très allumés pour utiliser efficacement la bonne stratégie pour pouvoir aller récupérer justement la victime. C'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de citoyens qui viennent nous voir et disent qu'est-ce que vous allez faire? On s'en va se baigner avec les canards. Ils trouvent ça un petit peu spécial, surtout qu'il fait aujourd'hui, on a quand même une belle température. Il fait moins 10, mais habituellement, il fait des moins 20 et moins 30. Là. On est quand même en début de la saison, fait que, on a une belle journée devant nous. Si un pompier échoue à cette formation, Sylvain peut lui interdire d'exercer sa spécialité de sauveteur. Alors, la quinzaine de pompiers présents ce jour-là savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est quel groupe? Ben, pour de vrai, moi, je l'ai pas choisi. C'est pas ce que je préfère le plus. Moi, dans le fond, c'est plus j'aime mieux les feux, les incendies. Mais regarde, ça fait partie du travail, puis je le fais, mais c'est pas ma spécialité que j'aime le plus. Qu'il aime ou pas, Hugo Marchand sait qu'il va devoir se mouiller. Et l'eau du fleuve, ce matin, est à 4 degrés. Heureusement pour lui, les pompiers disposent d'un matériel très sophistiqué. C'est une embarcation qui est insubmersible. On peut même mettre jusqu'à 15 personnes à l'intérieur de ce bateau-là, sans même qu'il cale. Combinaison étanche, bateau pneumatique, de quoi intervenir sur les lacs et les rivières gelées, quel que soit le temps et la température de l'eau. Pourtant, ce genre de sauvetage reste très dangereux. Les gens ont tendance à croire qu'on est habillé comme ça, on est invincible, on est des super-héros, on peut faire à peu près n'importe quoi, on peut aller dans toutes les situations puis il nous arrivera rien. C'est complètement faux de dire ça. Il ne faut pas abaisser nos gardes, puis ça permet de savoir ce que les gars sont capables de faire, puis de se rendre compte que l'eau, c'est très dangereux si on ne fait pas attention, parce qu'ils peuvent se faire déporter très, très, très rapidement. Vous allez le manquer, les gars! Vous allez le manquer! Cet hiver, 3 personnes déjà sont mortes noyées dans les eaux gelées. C'est bon! Ici, la clé de la réussite, c'est la précision. Une seule fausse manœuvre, et il devient impossible de récupérer la victime. Excellent! Belle job, les gars! Belle manœuvre, ça. Faut récupérer la victime. Le gros problème du sauvetage sur glace, qu'est-ce qui joue pas en notre faveur? C'est le facteur temps. 25 fois plus vite, le corps se refroidit dans l'eau que dans l'air. Fait qu'il faut aller la chercher le plus rapidement possible parce que elle va se retrouver en dessous de l'eau. Puis la victime, c'est terminé, là. Elle est décédée, il n'y a plus rien qui se passe. Donc c'est pour ça qu'il faut les faire sensibiliser à ça de go, il faut réagir, il faut se revirer de bord. Il n'y a rien de pire, les gars, je vous le dis, hein? Une personne qui est en hypothermie, qui essaie de rester à la surface pendant des minutes et des minutes, dès que vous l'agrippez, effet de relâchement. Automatique. Imagine-toi si t'as lâche puis elle cale. Elle n'a pas de... Elle n'a pas ça, là. Elle n'a pas ça, là. T'as lâche, qu'est-ce qu'elle fait? Wesh! Quand t'en reçois de l'as. Le dernier petit clin d'œil, les gros, je pense qu'on va avoir de la misère à dormir avec. On s'entend-tu? Peut-être que ça vous arrivera jamais dans votre carrière, en l'espérant. On n'aura pas besoin d'en faire de sauvetage sur glace. C'est comme des feux, ça. Le moins que t'en fais, mieux que c'est. Mais une fois que ça arrive, il faut que tu sois... Ça coche. Infatigable, Sylvain Jalbert remet ses hommes à l'eau. Cette fois, les pompiers doivent récupérer une victime à la nage. Plus risqué, le sauvetage doit être exécuté encore plus rapidement. Mais après 3 jours de stage passés dans l'eau glacée, les corps fatiguent. Trop lent, pas assez précis, les pompiers ratent l'exercice. OK? Là, vu que tu calais, là, c'est parce que tu poussais trop fort. Vas-y tranquillement, puis le plus haut que tu vas mettre tes mains possible, moins que tu vas caler dans l'eau. S'il m'en fait pas une belle, il ne sera pas sauveteur sur glace, définitivement. Trop d'erreurs. Beaucoup trop dangereux pour lui-même. Pour Hugo, le stagiaire, rarement un entraînement aura été aussi éprouvant. C'est la plus difficile dans toutes les approches. C'est la plus physique parce qu'il faut nager beaucoup. La journée est longue. Tous les gars commencent à être fatigués là, après 3 jours comme ça dehors avec le soute, dans l'eau, au froid. Puis c'est quand même physique, tiré tout le temps. Puis les jambes, les bras, les épaules là, commencent à être fatigués après 3 jours. Je pense que ce soir, ça va être dur. Hugo a finalement réussi son stage. Au Québec, seulement 1 pompier sur 10 est sauveteur sur glace.
Dans toute la province, cette spécialité est indispensable. Gelées plus de 4 mois par an, les eaux du Québec sont minutieusement vérifiées pour identifier l'importance du danger. Une fois par semaine, les pompiers qualifiés vérifient la qualité et l'épaisseur de la glace. Cela leur permet d'identifier le niveau d'alerte, comme ici pour la ville de Québec. Cette vérification est indispensable, en effet. Quelques jours plus tôt, ils ont dû intervenir sur les rives du fleuve Saint-Laurent. Un homme s'est aventuré trop loin sur la glace et, sans l'intervention des pompiers avec leur matériel spécialisé, il n'aurait jamais pu s'en tirer tout seul. Nous sommes à la caserne Saint-Sauveur, l'une des plus actives de la ville. C'est ici qu'Alexandre, élève pompier, vient ce matin effectuer un stage de 10 jours sous la responsabilité du capitaine Steve Doucet. Et pour ce novice qui n'a jamais combattu un feu, rien de mieux que cette caserne pour faire ses premières armes. Dans le fond, c'était un rêve c'est pour moi. À partir de 14 ans, disons, c'est là que je me suis mis à m'entraîner pour ça, puis à vraiment, genre, avoir mon but, là, que là, c'est vraiment ça que je veux devenir, puis j'étais vraiment sûr de moi, là. Je mets toutes mes chances de mon côté, là, sérieusement, là. C'est un but pour moi, puis je fais tout pour réussir, puis je pense que ça va marcher, puis les efforts qu'on met dedans, ben, ils sont récompensés. Faut pas oublier que quand le stagiaire se présente ici, il a vu des incendies sur des films, il a vu des incendies à la télévision, mais il n'est jamais rentré dans un incendie. Fait que tu as toujours la question qui te trotte en arrière de la tête quand tu es stagiaire, comment je vais réagir sur ma première intervention? Puis ça, tu le sais, le soir que la cloche sonne. Tout de suite, Alexandre est plongé dans la vie de la caserne. Cuisine, préparation du repas avec les hommes. Et puis, c'est la première cloche qui sonne. Cette fois, les pompiers de Saint-Sauveur sont appelés pour un feu qui s'est déclenché dans un bâtiment en construction. Grâce au système satellite de leur camion, tous les feux de circulation passent au vert à leur passage. En moins de 2 minutes, Alexandre et le capitaine Doucet sont sur place. Pour les pompiers, il faut maintenant impérativement éviter que le feu se propage à l'intérieur. Entièrement construit en bois, comme 80% des constructions à Québec, le bâtiment peut mettre le feu à tout le quartier. Le capitaine Doucet décide de pénétrer dans la maison. Et c'est à Alexandre qu'il confie la lance à incendie pour évacuer la fumée. Mais le stagiaire a encore pas mal de choses à apprendre. Les 3 quarts du temps, là, on le voit pas. Comment tu fais avec les yeux pour ajuster ton gel? Non, ce que tu vas faire, tu marches au son. Passe-moi là pour tu l'ouvres. Là, tu vas l'entendre frapper. Tu vas l'entendre frapper chez nous, puis là, tu vas la refermer. OK? OK. C'est bon? Le jet va rapidement transformer toute la rue en une véritable patinoire. Le travail des pompiers est rendu de plus en plus difficile. Par moins 10 degrés, l'eau de la lance à incendie met moins de 20 minutes à se transformer en glace. Les pompiers doivent redoubler de vigilance, car même à l'intérieur de l'édifice, le froid a pénétré. Attention, pas de glisser, hein, c'est très glissant, c'est glacé. Le feu est pratiquement éteint, mais Steve Doucet a une mauvaise surprise. Encore un feu de main criminelle. On va sûrement revenir cette nuit ici.
les pompiers de Québec estiment que 15 % des incendies sont d'origine criminelle. Cette fois, le pyromane a échoué, mais le capitaine Doucet sait qu'il va recommencer. Ce qu'on va demander probablement, c'est d'accroître la présence policière pour la nuit, là, parce que c'est sûr qu'ils vont venir. Il l'a mis par là. Et tout indique que pour les pompiers, la nuit va être longue. J'allais prendre une marche là-bas, j'ai vu quelqu'un courir par là, puis rentrer dans la cour en arrière. Oh, c'est pas, c'est un peu... je te montre. Il l'a mis par là, là. Ouais. C'est pas lui qui a fait le trou, c'est un de mes gars hier, c'est dans ça. Mais il a tiré un gazette demain matin, là. Les patrouilles de police sont arrivées en renfort. Elles vont quadriller le quartier pour tenter d'appréhender le pyromane. Pour Alexandre et les autres, en revanche, il n'y a plus rien à faire. Plus qu'à attendre qu'une nouvelle alerte se déclenche. De retour à la caserne, le capitaine ne cache pas son inquiétude. Ils n'ont pas poigné encore, là. Non, c'est ça, ouvert. Ça veut dire qu'à soir, il peut récidiver, comme on dit. On va se faire sécher comme il faut, puis on va se réchauffer surtout comme il faut. Alexandre, lui, ne pense qu'au premier feu qu'il a vaincu ce soir. On apprend... c'est mon premier, fait que j'ai gros appris, puis comment réagir, comment arriver dans le feu. C'est le fun, là, c'est comme premier gros feu, là. Ce qui devait arriver arriva. 1h30 plus tard, nouvelle alerte au feu. Cette fois, c'est un conteneur à poubelle qui est en flammes. En quelques secondes, le feu est éteint. Mais le capitaine Doucet reste sur ses gardes. Et très vite, il découvre ce qu'il redoutait, des restes de papier journal brûlés. Le pyromane a encore frappé. Le feu de poubelle, c'était bien lui. C'est frais, les traits, c'est neige. Peut-être poigné de quoi. Hein? Ça se limite à un conteneur, c'est pas grave. De son côté, la police a intensifié ses recherches. Elle a compris que le pyromane continuerait à jouer avec les pompiers jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Les passants sont contrôlés et les policiers s'assurent qu'il n'y ait pas d'odeur de combustible sur les mains. Les pompiers décident de ne pas rentrer à la caserne et remontent dans leur camion dans l'attente du prochain feu. 2 heures plus tard, à quelques centaines de mètres du feu de poubelle, c'est un pavillon qui est la proie des flammes. Cette fois-ci, le pyromane est arrivé à ses fins. L'équipe du capitaine Doucet est alertée immédiatement et arrive sur les lieux toutes sirènes hurlantes. Il faut que tu me prennes parallèle. Alexandre s'apprête à vivre l'une des expériences les plus fortes de sa vie. Les habitants du premier étage de la maison viennent d'être évacués par leurs voisins, mais le deuxième étage ne répond pas. Suivi par ses hommes, le capitaine Doucet décide de monter à l'étage. Les occupants y sont peut-être bloqués ou déjà morts, asphyxiés. Quelqu'un, la gueule? Heureusement, le logement est vide, mais une épaisse fumée se répand, signe que le feu est en train de se propager partout dans la maison. À l'extérieur, les renforts sont arrivés. Les pompiers coupent les câbles électriques pour permettre de hisser la grande échelle. De son côté, Alexandre le stagiaire et un collègue s'apprêtent à investir le premier étage là où le feu fait rage. Mais très vite, à cause de la fumée, ils perdent leur repère et se retrouvent coincés à l'intérieur.
Un piège mortel se referme sur eux. Après de longues minutes, le capitaine Doucet a finalement réussi à délivrer son stagiaire. Alexandre ne doit sa survie qu'à cette fenêtre qu'il a réussi à casser et à un excellent réflexe, se coucher au sol pour se protéger de la chaleur. Ah ouais, il n'arrête pas de stresser parce qu'il y a eu des genres de fucked up un peu au cours de l'intervention. Nos portes se sont refermées derrière nous autres, là. Ils se sont fait pogner sans lance à l'intérieur devant la flamme. Il a très bien réagi. Très bien réagi. Il est resté calme. Il s'est baissé au sol. Et nous, on a rouvert la porte. En criant, tout de suite, il s'est dirigé sur notre voile. Il est sorti. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Bon feu, là, c'était mon premier avec un attaque initiale. C'était quelque chose, là. C'était bien ça, là. Au début, on voyait rien, puis c'était impressionnant. C'était impressionnant. Il y a du cran. Il y a vu pas mal de feu. Surtout, c'était une bonne intervention, là. Il y a eu quelques petites problématiques normales au métier, là. Il a très bien réagi, pas de panique, bon stress. Sa décision, elle se fait aujourd'hui, si il veut devenir pompier ou pas. Ah oui, c'est... T'as passé le test, moi? Je pense que t'as passé le test. J'en voulais un. En attendant, bon. Parce que là, t'as plus de bagages que tes professeurs. Il y a beaucoup de choses que tu vas retenir tout le temps. Cette nuit-là encore, les pompiers de Québec ont accompli leur devoir. On apprendra le lendemain l'arrestation du pyromane par la police. J'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui eux, ils s'appréciaient, puis ça faisait si longtemps qu'ils travaillaient ensemble. Fait que, au moins voir c'était quoi, là, puis rentrer en dedans, puis ça, j'ai vraiment apprécié. Donc, ça m'a avantagé, puis ça m'a plus appris pour ça, là. Sérieusement, j'ai beaucoup appris avec eux autres, puis je me fais du fun, puis regarde, je paierais pour revenir ici, puis avoir plus de temps pour apprendre plus, puis en profiter, là. Aujourd'hui, Alexandre est en phase de réaliser son rêve, devenir un jour l'un des pompiers de la caserne Saint-Sauveur, un pompier du froid. Mais l'activité de la caserne Saint-Sauveur continue. La température a encore chuté dans la capitale provinciale et il faut, une fois de plus, agir vite pour lutter contre le froid. Il fait moins 20 degrés et le capitaine Doucet est interpellé encore une fois pour un incendie dans la ville. Le feu vient de se déclarer au rez-de-chaussée de cette maison habitée. Le capitaine Doucet monte en urgence à l'étage pour vérifier si personne ne s'y trouve encore et pour vite ventiler la fumée afin que la bâtisse ne monte pas en température. D'un coup, l'eau jaillit des fenêtres. Tout gèle presque aussitôt. Deuxième étage, on a presque complété nos vérifications. Jusqu'à maintenant, ça va bien. On a une bonne ventilation. La chaleur ne monte pas rien. À l'intérieur, les pompiers n'ont trouvé aucune victime. Dehors, l'eau des lances à incendie transforme progressivement la rue en une gigantesque douche glacée. Maintenant, c'est le froid qui attaque les combattants du feu. Les pompiers se recouvrent de glace. De glace. Et leurs tenues deviennent rigides comme du carton. En moins d'une demi-heure, l'eau a transformé le sol gelé en une véritable patinoire. La surface est très glissante, il faut faire attention quand on marche.
patinoire. Là, il est en train de mettre de l'abrasif pour s'assurer qu'on risque pas de tomber. Donc, on évite comme ça de tomber. Le sel sert aussi à dégeler les gants. À Québec, les pompiers ont trouvé des tas d'astuces pour continuer de combattre le feu quand le thermomètre flirte avec les moins 30. Tu peux voir, là, étant donné qu'on est en période hivernale, dès qu'on utilise les lances d'extinction, il faut laisser l'eau couler dans nos lances. On laisse toujours notre lance entrouverte pour pas que les boyaux gèlent, sinon on serait plus capable de travailler avec. Et quand l'eau gèle, même dans les tuyaux, alors on se sert du pot d'échappement des camions. On va être obligé de faire ça pour chauffer le rubber. Le caoutchouc pour qu'on soit capable d'y coupler ensemble. Avec de telles températures, les pompiers doivent faire une pause toutes les 20 minutes. Les uns après les autres, ils se relaient auprès du camion cantine. On y retrouve le capitaine Doucet, entouré de ses hommes. Ah, ici, c'est la roulotte, parce que les gars viennent après l'incendie pour se réchauffer, récupérer un peu, prendre un café, pour aller rechercher de l'énergie et l'utiliser, combattre le froid pour l'intervention. Le feu est maintenant totalement éteint et les pompiers commencent à remballer leur matériel. Dernière tentative pour combattre le gel avant de rentrer à la caserne. Les tuyaux sont gelés, on les remet pas sur le véhicule, on va les amener à la caserne pour les faire dégeler. Au total, l'intervention aura duré 2 heures et mobilisé 60 hommes. L'hiver, ça va prendre le double d'hommes dans le fond pour réussir le même travail. C'est beaucoup plus difficile. De retour à la caserne Saint-Sauveur, les pompiers du capitaine Doucet vont enfin pouvoir récupérer. Dans de telles sorties, les hommes et le matériel souffrent toujours beaucoup. L'autre, là-bas, il a gelé, il a poigné de l'eau puis il a gelé. C'est les autres qui l'ont regardé? Les autres l'ont regardé, ils vont le faire dégeler puis ils vont nous renvoyer. Quand on pogne du feu à des températures glaciales, dans le fond, tu n'as pas juste l'élément incendie à combattre, tu as le froid à combattre, ce qui est le plus difficile. Il faut trouver un peu nos solutions nous-mêmes. Comme on a souvent des fois des problématiques de manodétendeur qui régulise la pression d'air dans notre masque qui gèle. Le seul moyen qu'on a trouvé jusqu'à maintenant pour résoudre ça, on s'en va où le tuyau d'échappement du camion, on approche notre masque, on le fait dégeler avec le tuyau d'échappement. Un coup qui est dégelé, on le change, on se le remet dans le visage, puis on retourne dans l'incendie. On est fiers de nos casques. Ça, on s'en occupe. C'est tout plein de souvenirs, c'est notre expérience qui est dessus, puis on y tient, on veut pas le perdre, on veut pas le changer. La fin de la nuit sera calme et les hommes vont tranquillement attendre la relève jusqu'au lendemain matin. Ce matin, c'est au tour du capitaine Claude Jobin de prendre la garde. C'est l'heure de la relève? C'est lui, le patron de la caserne Saint-Sauveur. Mais avant d'être le patron, c'est aussi à la caserne qu'il a fait ses armes. Aujourd'hui, il continue d'y travailler et c'est toujours pour lui une grande fierté de servir dans l'unité la plus réputée de la ville. Bon, bonne journée! Quand j'ai été embauché pompier, c'était un rêve de petit garçon, mais la caserne 3 représentait le stéréotype parfait d'un pompier. C'est vieille caserne avec pôle de descente dans le centre-ville, beaucoup d'actions, des interventions assez variées. Mâchoire de vie, feu de structure, sauvetage sur glace, sauvetage nautique. C'est une caserne qui est fort occupée et qui est très stable au niveau personnel. Les pompiers de Saint-Sauveur ont tous au moins 10 ans d'expérience. Ils se connaissent bien et apprécient de vivre ensemble. Bon, hein? Quoi que tu peux enlever le couvert, là? Les gens qui sont ici pour y rester. Parce que, justement, c'est une caserne qui a beaucoup de sorties. Donc, les gens qui sont ici, autant moi que les officiers et les pompiers, bien, c'est un personnel qui est très stable. Quand ils sont à la caserne, les hommes sont en alerte 24 heures sur 24. Sur cet écran, Yvon peut contrôler les interventions des pompiers dans toute la ville. Ce soir, c'est une autre caserne qui est en action. C'est quoi l'appel, là? Un feu dans une boîte électrique, un appartement.
Les véhicules sont en jaune ici. Quand il y en a un qui va arriver, on va le voir apparaître. Il va y avoir un changement de couleur là, sur les véhicules. Les pompiers de Saint-Sauveur savent pourtant qu'ils seront les premiers à être appelés en renfort. Ici, la moyenne du temps de réponse entre l'appel et l'arrivée sur les lieux de la résidence, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie, des fois même en bas de 2 minutes. Donc, c'est un temps de réponse qui est très rapide. Puis, en l'occurrence, c'est beaucoup d'actions dans très peu de temps. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens, là, ceux qui aiment les sensations fortes, là, souvent quand ils ont un post-it, ils restent. Bon, en route. Des sensations fortes, Claude Jobin en a vécu beaucoup lui aussi. Il fut le chef des opérations sur le plus gros incendie que la ville ait connu au cours des 5 dernières années. À la tête de 200 pompiers, il a sauvé des flammes le manège militaire, l'un des bâtiments les plus anciens de Québec. Bon, en fait, pour se remettre dans les faits, le 4 avril 2008, l'endroit du poste de commandement était exactement ici, à cet endroit précis. On avait installé la table de commandement ici. Le poste de commandement était là, parce que le gros de l'incendie était en plein milieu du bâtiment à mon arrivée. Puis par la suite, il s'est propagé complètement dans la partie est. À l'arrivée des pompiers, le brasier était tellement violent qu'il était trop dangereux pour Claude Jobin d'envoyer ses hommes à l'intérieur du bâtiment. Durant 16 heures, les pompiers se sont battus contre l'incendie. Ils ne pouvaient pas accepter de voir disparaître en fumée ce symbole historique. Dans la presse, l'incendie du manège militaire fut présenté comme une véritable catastrophe nationale. Je pense que l'incendie en tout a duré 36 heures. Dans le cas du manège militaire, c'est un feu qui était défensif. Donc, oui, c'est impressionnant, mais après 20 ans de carrière, là, je veux dire, il faut quand même que tu te contrôles. L'étape défensive, en fait, est un petit peu plus dure et moins dure à gérer au niveau du stress. Parce que les pompiers ne sont pas tout à fait en danger. Il y a un risque, mais c'est moins pire que s'il y a un déploiement offensif à l'intérieur d'un bâtiment qui est en flammes qui menace de s'effondrer par moment. Quand on arrive sur les lieux, c'est sûr que c'est impressionnant parce que là, tu dis, oh, c'est un bâtiment historique qui brûle. C'est ça peut être comme le Parlement ou comme un autre bâtiment là, qui représente quelque chose à nos yeux. Donc, c'est assez impressionnant de voir le manège militaire qui brûle, qui est en flammes à grandeur. Là. C'est des endroits qui sont très vieux, beaucoup de bois, beaucoup de boiseries, difficiles d'accès. Quand on parle, en fait, là, au niveau de la Citadelle de Québec, c'est dur d'entrer des véhicules d'élévation là-bas. Donc, si jamais il y avait un incendie là, ça serait très, très difficile de s'installer à cet endroit-là. Comme Claude Jobin, tous les pompiers de Québec redoutent qu'un feu se déclare un jour à l'intérieur de la ville fortifiée. Le Vieux-Québec regorge de bâtiments historiques classés patrimoine mondial par l'UNESCO. Et Claude Jobin s'est fait la promesse de protéger ces fleurons de l'architecture. Mais il connaît aussi bien sa ville et les difficultés pour intervenir dans ces rues étroites. Pour pénétrer à l'intérieur de la Citadelle, il faut attendre le feu de signalisation qui tourne au vert. Par contre, on voit ici un croquis que la largeur maximum est 2,5 mètres de largeur. Puis le maximum en longueur d'un véhicule qui peut pénétrer à l'intérieur de la Citadelle est de 10,7 mètres. Donc, c'est tout juste les camions de la caserne numéro 1 sur la rue Saint-Jean. Ils peuvent entrer à l'intérieur. C'est assez complexe, là, puis c'est laborieux d'entrer là. Très laborieux. Tu vois comme c'est étroit? Le chef Rousseau est appelé sur un feu de bâtiment en plein centre-ville. Un incendie pour une première alarme pour un feu. Il est l'un des pompiers les plus anciens de la ville. Et lorsqu'il a commencé, les conditions de travail étaient encore bien plus difficiles. Moi, quand je suis rentré en 81, on avait encore une pompe, une autopompe dans le service qui était ouverte là, complètement. Là. Le conducteur était à l'extérieur, il n'y avait pas de cabine, il n'y avait pas de toit. Là. Et puis, on avait une sonnette pour indiquer au conducteur qu'on était prêt à partir. On va veiller tard.
quand il faisait moins 30, c'était très froid. On arrivait, déjà, on était gelés. Et puis, disons qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là. Le feu s'est déclaré au premier étage d'une discothèque peu après la fermeture de l'établissement. Le chef Rousseau est le premier à explorer les lieux. Après une longue période passée au commandement des opérations, le chef Rousseau a décidé de revenir en caserne. Pour lui, rien ne remplace l'expérience sur le terrain. Chaque intervention est différente. On peut partir dans 2 minutes, puis ça va être un type d'intervention que je n'ai jamais connu. Donc, il faut que je sois à même de m'adapter très rapidement à la situation. Ce qui est difficile jusqu'à un certain point, c'est qu'on a à intervenir la nuit. Lorsqu'on dort la nuit, et à moins 30 degrés dehors, à l'extérieur, on sort du sommeil et il faut penser très rapidement à ce qu'on va faire. D'après les informations que je reçois sur l'appareil radio, déjà en me rendant sur place, je me fais déjà une idée du genre d'intervention auquel je vais faire face, puis du type d'intervention auquel je vais faire face. Donc, à partir de là, je peux être en mesure, déjà, avant d'arriver sur place, de me faire un plan de match, comme on dit, puis déjà d'être en mesure de pouvoir positionner mes équipes aux bons endroits. Très vite, son rôle est de placer les différentes équipes sur les lieux de l'intervention. Il doit savoir en tout temps où chacune d'elles se trouve. Il met en place un mini-poste de commandement où il note sur une tablette l'endroit exact où il les envoie. Cela lui permet de coordonner l'attaque pour qu'elle soit la plus efficace possible. Chaque pompier dispose d'une radio et peut recevoir ses ordres en temps réel. Il est temps maintenant, pour l'étape initiale, d'entrer dans la bâtisse avec les lances à incendie. La problématique de l'intervention est que la bâtisse est entièrement en bois. Il faut donc, en même temps que l'extinction, vérifier que le feu ne se propage pas de façon invisible à l'intérieur même de la structure. Dans la pièce entièrement ravagée par les flammes, tous les appareils électroménagers explosent. Pourriez-vous me donner la température? Le chef Rousseau, sans jamais perdre son sang-froid, appelle immédiatement le service d'Hydro-Québec pour couper le courant électrique. Une intervention est entièrement réussie lorsque tous les hommes rentrent sains et saufs. C'est à l'écoute. Le personnel de la compagnie électrique arrive rapidement sur les lieux. Il sécurise toute la bâtisse pour que les pompiers puissent continuer à travailler sans danger. Les pompiers défoncent maintenant les murs de la salle principale de la discothèque. Même si, en apparence, le feu ne s'y est pas déclaré, ils ne laisseront aucune chance à l'incendie de réapparaître après leur départ. Même le toit est passé au crible. Pour le chef Rousseau, l'incendie est maintenant sous contrôle. Il vérifie auprès de tout le monde que tout est correct avant de renvoyer ses hommes. Comme pour la plupart des incendies, une enquête est immédiatement menée pour vérifier s'il n'est pas de main criminelle. C'est dans ce camion que tous les témoins sont interrogés sur le champ. Lorsqu'un incendie comme celui-ci se produit dans la ville, la presse est immédiatement alertée. Alors, à peine l'intervention finie, le chef Rousseau donne les premiers comptes rendus de l'incendie. Notre arrivée sur place, on avait un incendie qui était éclaté à l'extérieur, au niveau de la terrasse. Donc, à ce moment-là, on a fait une attaque agressive de l'intérieur vers l'extérieur au niveau du 2e étage. Les équipes ont été envoyées aux endroits stratégiques. Il est temps maintenant pour le chef de rentrer à la caserne. Mais la ville, elle, ne dort jamais vraiment. La presse est toujours sur le qui-vive en cas d'intervention. Nous sommes avec Vincent Fradet. C'est l'un des patrouilleurs télé de la ville qui veille toute la nuit en écoutant les ondes. Au travail,
pour la nuit. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je m'en vais-tu dans le parc de Laurentides? Je m'en vais-tu sur un écrasement d'avion? Un incendie majeur qui va durer toute la nuit. Ça, je ne le sais jamais, 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 jamais. C'est toutes des radios, des balayeurs d'ondes qu'on appelle. Donc, chaque radio a sa propre programmation. Par exemple, ce radio ici, c'est sur les pompiers. Là, c'est un peu de police, ambulance. La même chose ici aussi. Ça, c'est un peu mélangé. Mais mon radio principal pour la grande ville, c'est vraiment ce radio-là pour les pompiers, entre autres. Là. On n'a rien raté. Voilà, c'est commencé. On a un Clarkson 97 bleu, droit de circuler valide. Jean-Sébastien Proux, né en 83 de Québec, avec conduite classe. Vincent se stationne à un endroit stratégique de la ville, à l'embranchement des deux principales autoroutes urbaines. Il se trouve ainsi à moins de 20 minutes de tout endroit où peut se produire un événement. Vincent vient d'accrocher sur les ondes une information concernant un incendie. Il lui faut quelques secondes pour repérer le lieu exact sur une carte routière et c'est le départ. On parle d'un bâtiment de catégorie 1 dans la zone 16. C'est un trouble avec une fournaise à air chaud. Il n'y a pas de flammes qui sont sorties de la fournaise, donc il y a beaucoup de fumée à l'intérieur. On va aller faire un tour. Canal tactique numéro 2, On m'a écouté les détails, ils m'ont donné les détails. Même quand Vincent n'est pas de garde, il lui arrive de partir sur une intervention pour la filmer. Il se rend disponible 24 heures sur 24 pour l'urgence. C'est une véritable passion. J'adore ce métier-là parce que je suis un gars qui aime l'actualité, qui aime les faits divers, qui aime l'urgence. Puis, compte tenu que je ne sais pas à quoi m'attendre à chaque fois, c'est de l'aventure à chaque jour, à chaque soir. Donc, les pompiers, c'est pour ça que je veux parler. Autant les pompiers que la police, les ambulanciers. Moi, je trouve qu'ils font tous un travail remarquable. Puis, il faut en parler. Le travail de Vincent rend hommage aux pompiers, mais il est là aussi pour alerter les citoyens sur les dangers liés à l'hiver, car encore trop d'accidents sont provoqués par négligence pendant cette période. En effet, l'hiver compte beaucoup plus d'incendies que l'été. Sauver des vies reste le but suprême des sauveteurs du monde. Ce soir, la caserne Saint-Sauveur va une fois de plus être sollicitée. Steve Doucet prend sa garde, sans savoir que ce soir, les pompiers de la Ville de Québec vont sauver un enfant. Ce que Steve apprécie dans ce métier, c'est que c'est l'un des plus gratifiants. C'est un métier que je gagne beaucoup moi-même à faire. Là. Pas seulement, je donne pas seulement, je retire également de cette profession-là. Là. Très peu de temps après son arrivée, la cloche sonne. Steve Doucet et ses hommes viennent d'être appelés en renfort sur un incendie de maison. Un enfant serait prisonnier des flammes, mais cette maison est située à l'ouest de la ville et les pompiers ont plus de 10 minutes de route pour s'y rendre. C'est sur leur radio qu'ils suivent le déroulement des événements. Il y aurait des flammes au 2e étage. On confirme un enfant serait captif à l'intérieur dans sa chambre. On parle du 1er étage pour l'enfant captif. Service extérieur avisé. C'est en chemin que les pompiers apprennent la bonne nouvelle. Une victime a été sortie du bâtiment, madame. On a pris en charge, on a atteint l'ambulancier. 23h45. Quand Doucet et ses hommes arrivent sur place, tout est fini. On va voir le premier alarme, comment est-ce que les gars ont travaillé. Là. On est rendu à la fin de la deuxième. Le feu est beaucoup avancé, c'est sous contrôle, ils sont en période de blanc. On va aller voir comment ça se passe. Pas question pour le capitaine de quitter les lieux sans avoir parlé à ses collègues. Il est toujours important de comprendre comment un feu a été vaincu. Claude Jobin, le chef du district, est lui aussi sur place. 7 minutes ont suffi pour venir à bout de l'incendie et sauver l'enfant. Un beau succès pour tous les pompiers. Le lendemain matin, l'équipe de la caserne Saint-Sauveur est au grand complet.
À la télévision, on ne parle que de l'incendie de la veille. Les pompiers sont traités en véritables héros. C'est une famille qui se retrouve maintenant. C'est assez incroyable. Vraiment, les pompiers de Québec ont de quoi être fiers aujourd'hui. L'événement a soulevé une véritable vague d'émotions parmi la population. Il faut dire que les images du journal télévisé sont impressionnantes. On y découvre en direct le sauvetage de l'enfant miraculé des flammes. Quelques minutes plus tard, il revient à la vie. On aurait pu craindre pour sa vie, mais ça a été fait très rapidement de la part des pompiers, là, une attaque très agressive, un bon sauvetage. L'enfant a été transporté à l'hôpital pour soigner des brûlures aux voies respiratoires. Une semaine plus tard, c'est dans un hôtel de Québec que nous retrouvons la famille de l'enfant rescapé. Tout juste sorti de l'hôpital, le petit Karim, 3 ans, est en parfaite santé. Ça va-tu bien? Ce matin, Monsieur et Madame Lowe ont décidé de rendre visite aux pompiers qui ont sauvé leur fils. C'est quoi que vous apportez, madame? C'est une fleur et du vin. C'est une fleur et du vin pour le pompier qui a sauvé mon fils. C'est pour le remercier. Cette nuit, où l'incendie a bien failli détruire sa famille, Nassiro, le père, ne l'oubliera jamais. À plein milieu de la nuit, c'est ma femme qui m'a réveillé. Elle a entendu l'alarme se déclencher. Elle m'a réveillé et puis moi, mon premier réflexe, c'était de trouver quelque chose pour l'éteindre parce que c'était pas un feu aussi grave que ça, là, du premier vue. Mais le temps de rentrer dans la cuisine et ressortir, là, ça avait pris une ampleur incroyable. J'ai pu sauver un de mes fils. Voiture, c'est sorti très rapidement là. Mais le temps de revenir pour aller chercher Karim, c'était déjà impossible. Ah, bonjour. Au milieu des pompiers, Martin Galland. C'est lui qui a sauvé le petit Karim des flammes. Pour un pompier, sauver une vie n'arrive qu'une fois ou deux dans une carrière. Alors, entre les sauveteurs et les sauvés, c'est toujours beaucoup d'émotions. Bonjour. Bonjour. C'est qui, Martin? Ah, OK, c'est vous qui... c'est vous que j'ai rencontré à l'entrée? Oui, c'est ça. Ah, OK. Ah, c'est là. Effectivement, j'ai serré un peu le blanc et puis... Ah, oui, c'est ça. C'est là où j'ai soufflé un tout petit peu. Ah, okay. Et puis, c'est incroyable. Comment vous l'avez sorti? Où est-ce que vous l'avez trouvé? Vous l'avez trouvé évanoui? Vous l'avez trouvé... Je pense qu'il était sur le dos, mais là, il faisait noir, là, mais il était évanoui, il était couché à terre. Ah, OK. Et c'est vous qui l'avez pris? On l'a pris, on est sorti à l'extérieur. Ouais. Ah, OK. Aïe, c'est des moments incroyables. C'est très dur, effectivement. Très dur, effectivement. Je ne sais pas, vous, ce que ça vous a fait, là, en tout cas... Ah, bien là, c'est sûr que... Après... Sur le moment, là? Sur le moment, c'est le stress, mais après ça, c'est sûr que c'est tout positif. C'est de le rassurer et tout ça? Ouais. On rentre dans ce métier-là parce qu'on se dit qu'on veut sauver des vies. Bien là, c'est une vie qu'on a sauvée. C'est vraiment là, comme la cerise sur le Sunday d'une carrière. Là. On est vraiment heureux de notre travail. Dans une carrière, c'est sûr que ça n'arrive pas souvent. Bien, c'est sûr que c'est une expérience inoubliable. Je vais me rappeler de ça le restant de mes jours. Une fin heureuse comme ça, grâce à mon équipe, c'est vraiment là, quelque chose que je vais garder là, dans ma tête pour tout le temps. Oh, est-ce que tu peux lui dire merci? Oui, dis merci. Merci. Oh là là. Ça me fait plaisir. Et puis tu peux lui faire un bec? Hop, un bec, un gros bec. Oh! Oui, merci. Voilà. T'es mon ami pour la vie, toi, maintenant. Oui, mais oui. T'es mon ami pour la vie. Et pour sceller cette amitié, devenue indélébile, Martin offre au petit Karim un cadeau qu'il n'oubliera jamais. Un camion de pompiers flambant neuf. Tu le prends-tu? C'est les pompiers qui t'ont donné un beau cadeau. Oh là là! Dernière photo de famille avant de se quitter. Au Québec, c'est ce genre d'histoire qui tisse la légende des pompiers. Une légende qui se transmet de génération en génération, hiver après hiver.